Bonjour les amis, je suis très contente d'être à la deuxième émission de Anne et ses amis. Et aujourd'hui, il y a un nouveau ami, Eric Grange, qui va nous parler des voyages. C'est l'été et c'est les vacances. Et Eric va nous faire voyager. J'espère. Bonjour à tous, bonjour Anna, je suis ravi d'être le deuxième invité de cette émission que tu lances. Merci de ton invitation. Moi, il y a 2 ans, je ne connaissais pas Anna, et puis d'un seul coup, partout sur mon écran d'ordinateur, j'ai vu Sommet de la conscience et ceci et cela, et je trouve que ce que tu as fait, ça s'est apparu avec tellement de force et tellement d'évidence. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait. Bah, écoute, et merci. je trouve que ça fait du bien de voir des énergies comme ça, péchues, des énergies qui entreprennent, et je te connaissais pas, et je me suis dit, cette femme-là, elle a les 2 cerveaux qui fonctionnent bien. Le cerveau droit, le cerveau gauche, et ça permet d'avoir des jolis projets, alors bravo. Écoute, merci. Et j'ai oublié de dire que derrière la technique, il y a mon très cher Jean-Claude Carton. Bonjour. Donc, Eric, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Comment tu es arrivé à créer ces voyages et des voyages en conscience? Ouh là là, c'est le résultat de mon histoire, de toute une histoire. Je dirais que Oasis a été créé en 2007, et en fait, moi depuis tout petit, j'ai été attiré par les voyages. Mais j'ai mis longtemps pour voyager parce que on n'était pas dans une famille qui voyageait, et du coup je rêvais en voyant passer les avions dans le ciel, et je me disais où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'il va celui-là, etc. À l'école, j'apprenais mes leçons de géographie par cœur, je me faisais un plaisir de connaître le nom des capitales, c'était ma façon à moi de voyager. Et puis il y avait déjà une mission qui s'est créée quelque part. Oui, j'en avais pas conscience, mais c'est vrai que je vivais avec cette admiration pour notre planète si belle, si merveilleuse, et je me souviens, j'avais le rêve à l'époque de passer une vie dans chaque pays, et je me suis dit, si je pouvais passer une vie dans chaque pays, je connaîtrais toute la planète. Avec le recul, je me dis, on pourrait passer une vie dans chaque pays, et on ne connaîtrait pas encore vraiment tout ce qu'il y a de beau dans ce pays. Mais c'était mon rêve, quoi. Et à quel moment les voyages sont arrivés à ta vie? Alors, j'ai fait mes voyages personnels, j'étais salarié, j'ai commencé ma carrière d'informaticien, et j'avais 5 semaines de congé par an, alors je faisais mon voyage annuel, et puis c'était pas assez. Alors du coup, j'ai été recruté, je me suis fait recruter chez Nouvelles Frontières comme accompagnateur, et du coup ça me permettait de partir plus souvent, et surtout gratuitement. Et du coup, comme ça... c'est pas un mauvais plan. C'est pas un mauvais plan, c'était ce que j'avais trouvé. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup découvert le Proche-Orient, l'Égypte, Syrie, le Liban. Puis après, ils m'ont mis sur la Chine, et puis après l'Amérique latine. Et du coup, j'avais un petit peu un pied dans le tourisme, de ce qu'était le voyage touristique, et en autre pied dans je dirais, ma vie intérieure, ma vie relationnelle, ma vie spirituelle, et parce que également depuis tout petit, je m'intéressais à ce qui se passait à l'intérieur de soi. Et j'essayais de me comprendre. Voilà. Voyager à l'intérieur de toi. Voilà, voyager. Au moins ça, c'est gratuit. Ça, c'est sympa. Et puis plus grand, j'ai commencé à faire des démarches. J'ai fait un premier stage de développement personnel en 92, et puis il y en a eu d'autres qui ont suivi, et puis du coup j'avais mon itinéraire de développement personnel. J'ai fait pas mal de rebirth, de thérapie,
de thérapie sous de différentes manières. C'était la grande époque de Jacques Salomé. J'assistais à toutes ses conférences, ses séminaires, etc. Analyse transactionnelle, PNL. Enfin, j'ai fait tout un itinéraire là-dessus. Et j'avais un peu, voilà, ces deux axes, mes voyages à nouvelles frontières et ma vie, mon développement personnel. Voilà. Ok. Mais tes voyages sont c'est pas des voyages classique, si on peut dire. Il y a ces voyages sont un petit peu différents. Est-ce que tu peux nous dire une direction? Oui, pourquoi ils sont différents à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais pourquoi toutes ces activités d'éveil de conscience se font-elles toujours en salle de séminaire? On est sur une planète magnifique et on pourrait s'aider du Machu Picchu, des pyramides, etc. Et j'ai eu cette idée-là et j'ai regardé parce que je ne pensais pas créer une agence de voyage pour moi. Et puis rien ne se faisait. Et puis chemin faisant, un jour j'ai créé une association qui s'est appelée Oasis et dont le but c'était de proposer du merveilleux en conscience. Alors ça se faisait en France. Merveilleux en conscience. J'ai appelé ça comme ça. Rêver. Et en fait, je trouvais, je parle d'il y a une dizaine d'années, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace en France de conscience qui était plus ou moins directement dans la thérapie. C'est-à-dire on travaillait sur l'ombre pour la transmuter en lumière. Ce qui est un chemin remarquable et que je continue encore. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui se disait, mais la vie est belle. Ses cheveux sont beaux, ce micro, le bleu de ce micro est beau, cette lumière est belle. Et il y a une voix qui est là, qui nous est donnée. Et du coup, j'ai créé une association où les gens se réunissaient pendant tout un week-end. Et puis, on s'offrait les uns aux autres une séance de yoga, la méditation, la danse contact, un massage, peu importe, mais du plaisir en conscience. Et ça, ça m'a vraiment nourri. C'est pour ça que j'ai appelé mon association Oasis. C'était parce que je me crée des oasis de bonheur. Dans la vie, dans ta vie. Dans ma vie, voilà. Et un jour, une rencontre particulière m'a invité. On a de la musique. Dodo, dis donc. Oasis, Oasis, c'est beau, c'est beau. Il y a des feuilles, il y a de l'eau. Oasis, Oasis. L'humour décapant de Jean-Claude Carton. Merci Bravo Jean-Claude, alors là. Donc justement, après l'association Oasis, il y a eu l'agence de voyage Oasis. Et donc j'ai créé cette agence, je suis allé déposer les statuts de la société au greffe et puis j'ai reçu l'immatriculation. C'était le 14 février 2007. Donc mon agence est née un jour de Saint-Valentin. Je me disais tiens, ça c'est déjà sympa. Et puis je me suis mis à proposer des voyages en conscience. Pourquoi ils sont en conscience? Qu'est-ce qui les distingue avec d'autres voyages Alors, il y a trois critères qui les distinguent. C'est-à-dire, ce sont des choix de personnalité, de lieu et de date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes voyages, ce sont des personnalités, je dirais, inspirantes, des maîtres, des animateurs, des enseignants, des personnes qui accompagnent les voyages, voilà. Ok, on va visiter lors des voyages. Voilà, c'est ça. Et ces gens-là animent au sens étymologique du terme, c'est donner une âme, le groupe, et je les sélectionne parce que je les trouve très beaux dans cette dimension. Alors il y a des gens très connus, là on a un groupe qui rentre de la retraite du Kalachakra du Dalai Lama, donc ils étaient bien sûr au milieu de 150 000 personnes, mais tout près de lui, à
auprès de lui à une vingtaine de mètres, mais ils ont pu avoir une traduction simultanée et puis l'écouter. Et puis il y a des gens que j'aime beaucoup, qui sont totalement connus en France, qui n'ont même jamais mis les pieds en France, qui sont par exemple Pakmanku, qui est le grand prêtre du temple de Besaki à Bali. C'est le temple le plus sacré de l'île, et lui c'est un petit peu la sommité spirituelle de Bali. Et chaque année, il reçoit mes groupes et il accorde la bénédiction à mes groupes. C'est toujours un grand moment que je réserve plutôt vers la fin du voyage, un peu en feu d'artifice spirituel. et voilà, et j'aime ce travail où je me mets en relation avec ces personnes que je trouve éveillantes. Et voilà, on a des animateurs, on a des praticiens, on a même Anna. Mais on en parlera plus tard. Oui, il m'est invité à faire un voyage ici entre nous, donc... À propos d'Anna, Muriel te trouve très en beauté ce soir. Ah, merci Muriel. Justement, je me demandais si j'étais belle, merci. Elle s'est posé beaucoup de questions sur le brushing. Merci Muriel. Donc voilà, donc des personnalités, puis il y a aussi des lieux, parce que bon, moi quand j'étais chez Nouvelles Frontières, à la fin je m'occupais de l'Égypte, des circuits initiatives en Égypte, et j'adore ce pays-là, et j'ai toujours rêvé d'utiliser, de m'aider des pyramides pour un travail particulier, et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je réserve le plateau des pyramides pour mon groupe pendant 2 heures. Ça permet à un enseignant, on a travaillé avec Daniel Meroy en particulier, d'utiliser cette énergie fabuleuse d'une pyramide pour faire un travail d'éveil de conscience, de purification, de nettoyage. Ça me donne des frissons rien que d'en parler, parce que ce lieu-là m'inspire beaucoup. Donc tu utilises le voyage pas seulement comme un moyen de divertissement, de vacances, de bien-être aussi, sinon qu'il y a un sens beaucoup plus profond dans le voyage. C'est un voyage aussi intérieur. Voilà. Je pourrais dire, il y a l'expression voyage initiatique. Je suis toujours prudent pour appeler mes voyages des voyages initiatiques, parce que je me dis, mais qui je suis moi pour dire que ce voyage va être initiatique? On sait bien que c'est chacun qui va se donner son initiation. Moi, je crée un cadre avec ces personnes, avec ces lieux sacrés, avec des fois des dates auspicieuses, des pleines lunes ou autres, pour créer un égrégore de transformation. Et il y en a quelques-uns qui passent à travers un voyage d'oasis, idem, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui changent leur vie après un voyage d'oasis, ou qui, des fois, se guérissent même de certaines pathologies. Écoute, raconte-nous une anecdote, ça m'intéresse. Une anecdote, alors, il y en a... Des gens qui ont été touchés par un voyage. Je me souviens d'une femme... qui est presque une voisine, parce qu'elle est le village à côté du mien, et qui pendant 3 ans a pris des renseignements sur notre voyage à Bali. Et je la renseignais, mais elle ne se décidait pas. Et elle me posait beaucoup de questions. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, je veux avoir vos conditions d'assurance, et puis pourquoi la page 20, qu'est-ce que ça veut dire, l'article machin. C'était une personne, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais très très pointilleuse comme ça. Et puis quand on a pris l'avion, elle me disait, mais combien de temps ça va durer, le vol, etc. Et j'étais un peu crispé, je dois dire, avec cette personne. Celle-là peut être la personne difficile de voyage. Et au début, c'était un voyage il y avait un point particulier sur les guérisseurs de Bali. Et mon guérisseur favori de Bali la voit, et elle allait monter sur la zone du temple de guérison, et lui dit, toi, ton mental trop fort, je ne peux pas te guérir. Et on a sorti les Kleenex, parce que imaginez, aller au bout de la planète, dépenser 3000 €, s'entendre dire, je ne peux pas te prendre. Il y a eu des émotions, et elle a été vraiment brassée 2 jours, 3 jours. Et puis j'ai dit, on va refaire une tentative. Et on est retourné, on a organisé un rendez-vous spécial pour elle. Et à ce moment-là, le guérisseur lui a permis de monter sur
l'espace de guérison. Il a fait un traitement spécial avec des herbes qu'il a mis sous sa salive et puis qui lui a projeté sur certaines parties de la tête et du reste. J'ai fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube d'Oasis, on voit très bien ça. Et après, il y a eu un mécanisme de transmutation qui s'est fait en elle et on la charriait. Tout le groupe la charriait. Mais Janine, t'as pas une petite question à nous poser? Et elle était là. Et pour moi, c'est un miracle qui s'est fait. Le mental a lâché, en fait. Oui, mais il fallait un peu une confrontation. Enfin, en tout cas, le guérisseur, je sais pas si c'était intentionnel ou pas de la refuser. C'est ce qu'on appelle une emmerdeuse en bon français. Ex-emmerdeuse. Une ex-emmerdeuse. Et Elisabeth, qui est très curieuse, te pose la question, Eric, est-ce que tu as travaillé du temps de Jacques Maillot? Oui, alors Jacques Maillot. Dans le boulevard de Grenelle. Oui, là où voilà, il y a maintenant, bien sûr. Ben, je fais toujours partie de l'association Feu Vert pour le développement gérée par Jacques et qui œuvre pour l'humanitaire. Voilà, dans le monde à travers des différents projets. Sacré caractère cet homme. Hein. C'est quelqu'un qui est pugnace. Il savait ce qu'il voulait. Hein. Et il a eu le mérite d'être le premier à casser le monopole d'Air France à l'époque où, quand on voulait quitter la France, on avait le choix entre Air France ou Air France. Et lui, il a osé remettre en question ça. C'est quelqu'un de très chouette. Qu'on peut écouter, je crois, aux grandes gueules. Je fais la pub de Bouvard. Voilà. Voilà, Elisabeth. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi à créer Oasis, parce qu'il y a toutes des procédures et en étant, voilà. Je profite la question d'Elisabeth pour vous rappeler que si vous pouvez poser des questions à Eric sur l'adresse, rappelle-moi Jean-Claude, je ne me rappelle plus. Sur la web TV Étoile du Cœur, ma page Facebook. C'est la page Facebook, mais il y a aussi un mail. Et puis étoileducoeur@gmail.com. Alors Eric, on parlait des voyages. Mais ces jours de voyage, qui peut les faire? Est-ce que c'est c'est quoi le voyageur type d'Oasis? Eh bien, au fil des années, on s'aperçoit que le public s'élargit. C'est-à-dire, le plus jeune participant était encore dans le ventre de sa mère. On a eu des bébés de 1 an qu'on a emmenés dans le désert et j'ai fêté l'anniversaire de Claudie et on a fêté ses 80 ans à Bali et ses 83 en Birmanie. J'espère qu'elle nous regarde. Bonjour Claudie si tu nous regardes. Et du coup, on a finalement un public assez large et le point d'intérêt, ce sont des personnes qui sont ouvertes à l'intériorité, à une certaine sensibilité. Ce sont des personnes qui font attention à leur alimentation, qui font attention à leur comportement, qui font attention à l'autre, qui portent une attention à leur vie, à leur manière de travailler, à leur manière de conduire, de choisir leur voiture, etc. Et qui sont prêtes à voyager à l'intérieur d'elles-mêmes. Oui, voilà, c'est un peu le paradoxe parce que des fois j'ai des personnes qui me disent ouais, je regarde tes voyages, je les ferai tous, mais bon, j'ai mes enfants, je suis pas pris par le temps, j'ai pas assez d'argent. Et je leur dis mais souviens-toi, les meilleurs voyages qu'on fait c'est à l'intérieur de soi, il n'y a pas besoin de voyager. Moi je trouve que voyager ça apporte en plus parce que de changer de référentiel, on est comme si on avait des projecteurs différents. Là on a des projecteurs, ça me donne un éclairage différent. Et ben le voyage c'est pareil, on a on est avec des pensées différentes, un climat différent, une culture différente et surtout une manière de s'élever différent. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, l'homme a construit des cathédrales, des mosquées, s'est ressourcé dans des grottes, est allé dans des lieux emblématiques comme le Machu Picchu et a utilisé ce qu'il avait dans son pays pour se guérir, pour se pacifier, pour s'élever, pour s'apaiser. Et je trouve ça fabuleux, moi, d'aller explorer d'autres traditions, parce que à titre personnel, ça me permet justement de dire oh tiens, ça, j'avais jamais vu ça comme ça. D'élargir, de s'expanser. Alors Eric, tu as voyagé, selon ce que tu nous as dit, presque le monde entier. Est-ce qu'il y a un pays, un lieu qui t'a touché spécialement? Alors, moi, c'est Bali. Bali. C'est Bali, on appelle ça l'île des dieux. Ça a été le tout premier voyage initiatique d'Oasis.
Et on a emmené peut-être déjà une vingtaine de groupes là-bas. Et ce qui me touche là-bas, c'est que c'est un système social qui est basé sur la spiritualité. La spiritualité est le ciment social. Donc, c'est un peu la représentation de ce que pourrait être un pays, le nôtre, d'autres pays, de ce que ça pourrait être si les rituels, si les pratiques spirituelles étaient encouragées, légitimées, qu'elles se faisaient collectivement, et on voit tout l'impact que ça a sur le cœur. Si le sacré était mis en avant. Oui, en fait. voilà, voilà. Et on le sent beaucoup. Moi, je sais que le tout premier voyage de repérage que j'ai fait à Bali, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel et j'avais un chauffeur de taxi qui préparait sa journée. Il a nettoyé physiquement son taxi. Et puis après, il a confectionné sa corbeille d'offrande, il a mis en bâtonnet d'encens, il l'a posé sur le capot de la voiture et il a fait des invocations pour que cette journée soit sous les meilleurs auspices. Et ça a duré une demi-heure. Et tout le monde fait ça à Bali. Tout le monde, avant de commencer son travail, fait comme ça. Quand on sort de sa chambre, on a une corbeille d'offrande devant notre porte. C'est quelqu'un de l'hôtel qui l'a posée là pour que notre journée soit belle. Ça me touche énormément. J'en finis pas d'être touché au fur et à mesure que je rentre plus profondément dans la connaissance de mes amis balinais, d'être touché par cette attention incroyable qu'ils font. Depuis des années que je vais à Bali, j'ai jamais entendu un balinais me dire non. Et quelle que soit la demande que je fais, il va s'y prendre d'une manière ou d'une autre pour la réaliser. C'est d'une grande douceur. Il faudrait mener des groupes de Français plus grands. Tu vois, pour faire des stages intensifs de oui. Ah bah, ah bah oui, des stages intensifs de oui, ouais, ça me donne une idée pour mon prochain titre. Alors, magnifique, ça me donne vraiment envie de connaître ce pays. Depuis longtemps, j'ai envie d'y aller. Pour moi, c'est une terre... si on veut faire un voyage en conscience, c'est la première destination. C'est par là où on peut commencer. Voilà. Après, il y a d'autres... Partout, moi, l'Asie m'inspire beaucoup, le Bhoutan, le Tibet, il y a des lieux très très porteurs, l'Inde, bien sûr. Et là, depuis un an, on va à l'île de Pâques, dans les coins du Nouveau Monde, et ça a été des voyages très particuliers. L'île de Pâques, c'est le point le plus isolé du monde, et ça m'a donné cette sensation vraiment, mais d'être loin du tohu-bohu de paroles, d'électronique, de magnétisme qu'on a chez nous. Et là-bas, imaginez un petit bout de monde où il y a 10 km sur 15 et 5000 km d'océan tout autour. Et je suis monté au point culminant, je voyais la mer partout. Et je me disais, ceux qui sont nés là, mais quelle sensation ils ont eu de se retrouver seuls au monde, puisque ça s'appelait Te Pito Kura, ça veut dire le nombril du monde. Et cette île est pour moi mystique. Il y a d'autres lieux mystiques dans le monde, mais cette île est mystérieuse. Et pour moi, elle est puissamment initiatrice. Vraiment, je suis très heureux d'avoir réalisé ce rêve de plus, d'être allé à l'île de Pâques, et puis maintenant d'emmener des groupes de temps en temps sur cet espace-là. Alors, je vais profiter pour te faire une question très personnelle. Je pars 3 semaines au Pérou à la forêt amazonienne. Et est-ce que tu as une petite astuce pour les moustiques, toi qui voyages tellement? C'est vrai que en plus tu vas. Je suis sûre que ça intéresse beaucoup de monde. Dans la forêt amazonienne, il n'y a pas de remède complet, mais bon, en bon répulsif, et peut-être une moustiquaire et beaucoup de méditation. C'est que il y a un ami qui adore les animaux. Il m'a dit, tu sais, j'ai fait un accord avec le pauvre moustique. Et ça fait 7 ans que aucun moustique me pique. Je vais essayer. Je ne sais pas si les moustiques amazoniens sont prêts à faire cet accord. J'ai voyagé. Je ne prends jamais de traitement anti-moustique et je ne suis jamais piqué, moi non plus. Ah, tu as fait un accord avec le pauvre moustique, peut-être. J'ai dû faire un accord une fois pour toutes, mais même en Amazonie, ça va. C'est toujours les autres qui se font piquer, moi, j'ai jamais rien. Mais bon.
C'est comme ça. Bon. J'ai une question pour Eric. Oui. Jean-Pierre pose la question. Je vois mal, mais je crois deviner qu'il a une croix ankh autour du cou. C'est bien. C'est l'Égypte, ça. Ça, c'est l'Égypte. Il y a beaucoup de symbolisme sur cette croix. C'est déjà l'alliance du féminin et du masculin. Et c'est aussi représentatif de la vallée du Nil, c'est-à-dire le delta du Nil en haut, la croix qui symbolise la position du Caire où siégeaient les pharaons à une période de l'histoire, et la vallée du Nil. Et c'est vraiment aussi, surtout, pourquoi je porte ce symbole, c'est que c'était le bâton symbolique que prenaient les pharaons à leur mort pour traverser les ténèbres et arriver à la lumière. Donc ça, c'est pour ça que j'ai adopté ce symbole. Ça me touche, on reparle encore de l'Égypte, mais je suis tellement touché par cette civilisation d'initiés qui étaient les pharaons. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose. Moi aussi, j'en ai une autour du cou. Fais voir. Ah, regarde. On se retrouve. On se retrouve, Jean-Claude. Ça a été. J'ai vécu des moments de grâce en Égypte. Raconte-nous, j'adore ces anecdotes de voyage. J'ai la capacité d'emmener les groupes entre les pattes du sphinx, que normalement aucun touriste n'a accès à ça. Et donc j'ai emmené plusieurs groupes entre les pattes du sphinx pour des méditations. Et des fois je suis autour et j'avais vu que le sphinx avait un petit soupirail vers le flanc gauche, là, un petit soupirail comme ça m'avait intrigué. Et j'ai repéré ça en voyage, et la fois suivante, quand je suis retourné en Égypte, j'ai dit à quelqu'un, écoute, pendant que le groupe fera sa méditation entre les pattes, moi je prends ma frontale et je vais ouvrir ce soupirail, ce qui était interdit. Alors j'ai regardé un peu les gardes, à un moment donné, j'ai regardé ailleurs, j'ai pris le soupirail, je me suis glissé dans le sphinx. Et là, j'ai regardé, et j'ai vu de mes yeux, j'ai même pris des photos, le tunnel qui va en direction de Khéops. Je l'ai vu. J'ai avancé dans ce tunnel, et il y a eu une grille avec un cadenas. Mais j'ai pris des photos. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Un jour, l'humanité sera prête pour qu'on ouvre ce cadenas et qu'on tisse ce lien. Mais peut-être qu'il y a du travail à faire. En tout cas, c'était l'expression que c'est ce qui est venu en moi. Mais je crois qu'on n'est plus très loin de ce moment où on voit à quel point ce cadenas va sauter, et puis où peut-être les gens pourront utiliser ce temple souterrain. Et à l'inverse, à un moment donné, j'étais dans Khéops sur un autre voyage, et j'avais installé le groupe dans la chambre du roi, et j'ai pris l'autre corridor qui descend sous la pyramide. Et il y a une chambre qui est donc en dessous de la pyramide, donc il y a la pyramide qui est comme ça, et il y a une sorte d'autre chambre qui est la symétrie de la chambre du roi, mais en dessous du niveau du sol. Et là, j'ai revu également un autre tunnel, plus petit, mais qui allait, d'après mon sens de l'orientation, en direction du sphinx. Je suis rentré dans ce tunnel, parce que j'ai rampé, parce qu'il n'était pas très gros comme accès. Et là, à un moment donné, je suis tombé sur une grosse pierre. Je me suis dit, dis donc, il est bouché des deux côtés. Et peut-être qu'un jour, on enlèvera la pierre. Voilà, c'est les voyages initiatiques. Ça donne des sensations. Mais là, je ne peux pas emmener les groupes dans ces endroits-là. Mais en tout cas, ils existent. Peut-être qu'un jour, je les emmènerai. Ça sera un immense. Tu m'autorises à lui poser une question? Bien sûr. Vas-y, Jean-Claude. Passionnant, mais vraiment passionnant. Oui. Très intéressé par la civilisation égyptienne. Et en même temps, les architectes n'ont pas laissé de plan des pyramides. Tu as entendu parler de cette hypothèse selon laquelle les pierres moulées, c'est un Anglais qui a découvert ça, qui s'appelle Davidovich, les pierres des pyramides seraient de la pierre moulée, c'est-à-dire de la poudre à laquelle a été rajoutée de l'eau, ce qui expliquerait la construction des pyramides. Parce que pour l'instant, personne n'a trouvé le secret de fabrication. Non. C'est un mystère. C'est un mystère. J'ai entendu parler de ça, oui. Ça
peut être compatible de ce que je sens des pierres. On voit bien, elles sont pas des pierres taillées comme ça. Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la vibration, le ressenti. J'ai dû aller sur le plateau des pyramides peut-être 50 fois, et chaque fois j'ai des frissons quand je me dis, mais comment cette forme-là reflète la perfection? Il y a quelque chose qui est absolument étonnant là-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse. Comme quand on va sur les crop circles avec Philippe Weber en Angleterre, beaucoup de gens au téléphone me disent, mais vous savez d'où ça vient, etc. Je dis, écoutez, je cherche même pas à savoir, simplement je sais que quand on est au centre d'un crop circle, eh ben, c'est comme quand on est sous une cascade. Il y a quelque chose que l'on ressent, que tout le monde ressent. C'est la géométrie sacrée, que ça soit fait pour un homme ou pour je ne sais pas qui. J'étais aussi dans les crop circles et je peux témoigner, il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas qui les a fait, mais il y a quelque chose de particulier. Donc si vous avez envie d'aller au crop circle ou en Égypte, profitez, parce qu'à mon avis, c'est pas la même chose aller en Égypte en touriste qu'aller en conscience. Ça change tout, hein? Nous, oui. Ça, je garde vraiment enfin, chaque voyage a eu ses moments de grâce, quoi. Ouais. Et alors l'Amérique latine, parce que tu as parlé beaucoup d'Asie, oui. hein, s'il te plaît. Hein? L'Amérique latine. Alors, on fait des voyages au Mexique, là on fait des voyages au Chili, à Atacama. Et, au dessert, hein, au Pérou. Voilà, et également au Pérou avec notre chaman local, là, Paulo. Et ce que je trouve fabuleux au Pérou... Non, Atacama c'est en Chili. Atacama c'est Chili. On y va en novembre, là, avec Pierre Lessard, mais le Pérou, en fait, ce que je trouve fabuleux, c'est que ce sont les couleurs. Et tu verras, ce ciel est d'un bleu, mais absolument éclatant. Les gens portent des couleurs de tissu éclatantes. Et on est dans un pays fort, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup les chakras du bas qui sont activés. Alors, par exemple, d'autres pays comme l'Asie activent plutôt les chakras du haut. Voilà. Bon, c'est très subjectif ce que je dis, c'est mon ressenti. Et c'est vrai que le Machu Picchu, pour moi, je m'en lasse pas, quoi. C'est en lieu, je ne comprends toujours pas ce lieu. J'ai beau lire l'histoire, mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce lieu. Et il y a de très beaux lieux qui sont des lieux d'énergie qui étaient utilisés par les Incas, beaucoup au bord du lac Titicaca, où il y avait des colonnes d'énergie. On invite les gens à se mettre dans cette colonne, et puis juste à prendre acte, à accueillir, à entendre, à ressentir, quoi. Et après on fait des groupes de parole, mais l'expérience peut être très très simple, comme on discutait avant cette interview, disait on met très longtemps pour changer très vite. Et des fois il y a des changements profonds qui se font instantanément. Ouais. Ah Eric, tu nous fais vraiment voyager, hein? C'est un voyage à toi tout seul, hein? Mais tu m'as dit qu'il fallait, tu dois partir bientôt parce qu'il est en train d'apprendre. Mais avant de partir, je voudrais que tu nous parles un peu. Tu m'as invité à une croisière à la mer Rouge avec les dauphins. Est-ce que tu veux nous parler de cette expérience que moi-même je vais c'est bien, en plus il y a pas mal de bleu, donc ça nous renvoie le petit cadre, nous. L'énergie dauphin. Voilà, tu l'as trouvé dans l'énergie dauphin. Qui est venu se glisser. Oui. Alors, j'avais ce rêve de nager avec les dauphins et j'ai mis pas mal de temps pour trouver le lieu que j'allais choisir. Parce qu'il y a très peu de lieux où on peut nager avec les dauphins libres. Il y a beaucoup de lieux que je voulais pas fréquenter, où les dauphins sont domestiqués ou semi-domestiqués. Je les ai fait, je te dis que jamais je le referai. Je veux plus, je trouve ça tellement dommage. Et le lieu que j'ai choisi, c'est un lagon en mer Rouge. Si tu regardes le lagon sous Google, il a déjà la forme d'un cœur.
s'appelle comment, cette lagon? Alors ça, tu me poses une colle. La mémoire des noms. J'ai jamais cherché à me souvenir de ce nom. C'est un lagon c'est en un fond de dolphin cœur. quelque chose. Vous le trouverez sur Google. Vous le trouvez sur le site Oasis. Et pourquoi dans ce lieu-là, on peut nager avec les dauphins? C'est parce qu'il faut à peu près 5 à 6 heures de traversée avec des gros bateaux depuis la côte pour arriver jusqu'au lagon. Donc il est protégé de tous les petits zodiacs, toutes les petites embarcations qui partiraient le matin, qui rentrent le soir. Et en plus, il y a une sorte d'autorégulation avec les capitaines, ce qui fait qu'il n'y a jamais beaucoup de bateaux à la fois dans ce lagon qui fait à peu près 1 kilomètre sur 2. Et là, il y a une population de 150 à 200 dauphins. Alors, comment ça se passe, la relation avec les dauphins? Il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux caresser les dauphins? Il y en a qui me disent, est-ce que je peux m'accrocher à l'aileron et puis surfer sur les vagues avec ça? Je leur dis, ça, non, ça c'est flipper. Ouais. On fait pas ça avec des animaux sauvages. On ne va jamais vers les dauphins. Surtout pas que on ne les touche pas. C'est un voyage inconscient, soyons clairs. Voilà. Et nous, on fait le travail d'appeler les dauphins. C'est-à-dire, on dit à nos participants, ne nagez jamais vers les dauphins. Laissez-les venir. Et c'est vraiment un travail de lâcher prise. Et là, j'ai 2 anecdotes là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette croisière dauphin, il y a une amie à moi qui avait observé qu'il y avait en dauphin en particulier qui semblait vouloir tisser une relation. Le dauphin faisait une pirouette dans un sens. Mon ami a fait la pirouette dans le même sens. Il faisait une pirouette dans l'autre sens, et il refait la pirouette dans l'autre sens. Et puis comme ça, il y a eu plusieurs jours, plusieurs mises à l'eau. Et à un moment donné, mon ami a fait une pirouette particulière, et le dauphin l'a suivi. Et ça a été leur manière unique de communiquer. Et alors, je me souviens, j'aime bien raconter cette histoire d'un homme, j'avais dit au téléphone, on ne touche pas les dauphins, sauf s'ils viennent vers nous. Et lui, il tenait absolument à toucher les dauphins. Et il faisait ce qu'il fallait pas faire, nager vers les dauphins. Et forcément, les dauphins se tenaient toujours à une vingtaine de mètres. Toutes les mises à l'eau, il a nagé vers les dauphins. Et toutes les mises à l'eau, il n'a jamais touché un dauphin. À la toute dernière mise à l'eau, il a quand même fait une ultime tentative et ça ne s'est pas passé. Il a dit, je remonte sur le Zodiac. Et au moment où il prend appui pour monter sur le Zodiac, il y a 2 dauphins qui lui caressent les flancs. Alors là, il s'est pris une leçon de lâcher prise, mais alors vraiment exceptionnelle. Hein. Ça a été très beau. Enfin, j'aurais beaucoup d'anecdotes dauphins et je suis très heureux que tu accompagnes cette croisière parce que je trouve que c'est une croisière. Quand j'ai les gens, quand ils reviennent de cette croisière, ils sont dans une exaltation, ils sont dans une joie. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du bonheur de vivre que je sens en eux. Et je suis très honoré que tu accompagnes cette croisière. Je suis très honorée que tu m'as demandé cela. Et en plus, après ces anecdotes, je suis encore plus partante. J'ai déjà hâte d'être en octobre. Si vous voulez plus d'informations, Eric, voilà. Qu'est-ce que les gens font? Donc, oasis-voyage.com. Et puis la croisière d'Anna, c'est en octobre ou en novembre, je crois que c'est en octobre, voilà. Elle est déjà bien remplie, il doit rester 2-3 cabines sur le bateau, donc c'est le moment d'en profiter. Appelez vite, hein? Voilà. Mais bon, il y a d'autres voyages magnifiques à Oasis et après de t'avoir entendu, après de t'avoir d'être près de toi, j'ai vraiment envie de faire un voyage avec Oasis. Ben, hein? Merci, tu nous raconteras, tu mettras sur ton blog. Je sens une cohérence en fait dans ce que tu proposes. Et tu dois partir, tu m'as dit. Donc, je te remercie pour être venu ici, de nous raconter toutes ces anecdotes croustillantes. Je t'inviterai encore une fois avec beaucoup plus de temps. Tu m'as dit, parler d'une demi-heure sur les voyages, ça fait beaucoup, etc. On peut passer 2 heures avec toi facilement. Merci, Anna. Et je te dis à très bientôt. On va faire une pause musicale. Et après, il y a Moreno Fazzari qui est déjà là, qui va nous parler du tarot. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Eh ben.